Marie-Hélène Audoy, disparue en voiture. Nous sommes le 21 mai 1991, sur une route du sud de la France, près de Monaco, avec Marie-Hélène Audoy, une femme de 22 ans, partie faire le tour des pharmacies de la côte pour y proposer certains médicaments ou produits de soins. Marie-Hélène a une vie stable. Elle a un boulot qui lui rapporte assez d'argent pour vivre correctement. Elle est en couple dans un 4 pièces avec son copain de 20 ans, à Cagnes-sur-Mer, à 2 pas de la mer et d'une plage de sable fin. Bref, un petit coin de paradis. Sauf que le paradis va prendre fin, pour Marie-Hélène et tous ses proches. Il est 8h45 ce 21 mai 91. Marie-Hélène fait le plein de sa Renault Super 5 blanche. Elle le sait, la journée va être dure, longue, mais le métier lui plaît. Dans l'après-midi, Marie-Hélène disparaît avec sa voiture sur la route. Depuis, plus aucune trace de Marie-Hélène et de sa voiture. Il faudra 1 mois pour que les autorités reconnaissent enfin la disparition comme inquiétante. Les proches de Marie-Hélène la recherchent inlassablement partout. Ils parcourent son trajet, sont de la mer, rien. Marie-Hélène Audoy, 22 ans, s'est volatilisée à bord de sa voiture dans l'après-midi du 21 mai 91. Accident, crime, enlèvement, disparition volontaire, qu'est-il arrivé à Marie-Hélène Audoy? Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Je suis Amanti et chaque mercredi soir je vous raconte des histoires de crimes, de disparitions et parfois de faits étranges. Ce soir, nous revenons ensemble sur la disparition plus qu'étrange de Marie-Hélène Audoy. La disparition. Le 21 mai 1991, Marie-Hélène Audoy, une femme de 22 ans, prend la route. C'est une longue journée de travail qui commence pour la représentante en pharmacie. Elle doit faire le tour des pharmacies de la côte jusqu'à Briançon. Elle est censée dormir sur place, au vu de la longue journée de travail qui l'attend. Elle prépare donc une petite valise de vêtements. C'est son copain qui paie sa valise dans le coffre. À 8h45, elle fait le plein de sa voiture. À 9h52, toujours à la maison, elle appelle une amie pendant 20 minutes environ. Marie-Hélène est très inquiète pour son couple, car son copain Steven l'a trompée avec une mannequin. Vers 10h30, elle prend la route des Alpes, entre Monaco et Cagnes-sur-Mer. À 11h45, on la voit vêtue d'une veste, d'une jupe culotte noire et d'un collant. Elle se rend en promenade sur la côte, à Monaco, mais le patron de la pharmacie est absent. Elle part et revient à 14h. L'homme est toujours indisponible. Marie-Hélène laissera un mot. Je reviens la semaine prochaine, bisous. Elle est aperçue pour la dernière fois à 14h30, montant dans sa voiture et disparue. La journée passe, puis la nuit. Le jour se lève. Marie-Hélène ne donne plus de nouvelles et tout le monde s'inquiète. Enfin, tout le monde, non. Son copain, pas du tout. Pour lui, il n'y a pas lieu de s'inquiéter une seule seconde. Le 27 mai, les parents de Marie-Hélène, Annie et son époux, préviennent les policiers de la disparition de leur fille. Mais Marie-Hélène est majeure, elle aurait très bien pu faire le choix de changer de vie sans prévenir. Pour les policiers, il faut attendre. Après tout, Marie-Hélène pourrait très bien donner de ses nouvelles d'ici quelques jours. Mais les jours passent. Les proches de Marie-Hélène la recherchent partout, tous les jours. Ils font cela seuls, durant 4 longues semaines. La thèse de l'accident est pour eux la première et seule hypothèse. Les parents font donc le tour du secteur, parcourent le trajet de Marie-Hélène, recherchent dans les crevasses, les ravins, au cas où Marie-Hélène aurait fait une sortie de route. Ils louent même un hélicoptère à leurs frais pour trouver la carcasse du véhicule. Rien,
aucune trace de la voiture, ni de Marie-Hélène. Un mois plus tard, l'enquête pour enlèvement et séquestration est ouverte. Il était temps, la disparition de Marie-Hélène est considérée comme inquiétante, enfin. Une enquête tardive. On ne va pas se mentir, après un mois, les souvenirs des potentiels témoins sont émoussés, effacés par le quotidien. Cependant, certains se rappellent avoir croisé Marie-Hélène le jour où elle a cessé de donner des nouvelles, voire les jours suivants. Le vendeur d'une croissanterie se souvient avoir vu le 21 mai, soit le jour de sa disparition, la jeune femme, accompagnée d'une autre femme blonde. Elles sont ensemble tout près du domicile de Marie-Hélène, au Lido. Elle serait donc rentrée chez elle, après sa matinée de travail, et elle n'était pas seule. Les enquêteurs ont donc enfin une première piste à suivre, celle que Marie-Hélène aurait fait demi-tour pour une raison obscure, peut-être pour surprendre son copain avec une autre femme. L'appartement du couple est fouillé, et les policiers découvrent une photo de femme blonde. Selon Steven, son compagnon, elle serait une mannequin qu'il aurait rencontrée il y a peu de temps. Elle s'appelle Gunilla, elle est suédoise, et c'est avec elle qu'il a trompé Marie-Hélène. Les deux femmes ont-elles discuté ensemble à la croissanterie ce 21 mai? De quoi ont-elles parlé? Et pourquoi Marie-Hélène disparaît-elle après cette discussion? Le comportement de son amoureux pose également question. Il ne semble pas de prime abord se soucier de sa copine. Steven, son copain, ne semble pas du tout inquiet de la disparition de Marie-Hélène. Il ne l'a pas recherchée, ne fait rien pour s'assurer qu'elle va bien. Pour beaucoup, bien sûr, ce comportement est très suspect. Et étant un proche de la disparue, il fait partie automatiquement des suspects. Car selon l'INSEE, environ 30% des cas d'homicide sont commis par des membres de la famille. Mais les enquêteurs n'ont rien contre lui, et l'homme ira par la suite s'installer en région parisienne. Avec le temps, des témoins affirment avoir vu Marie-Hélène. En décembre 1991, une témoin rapporte l'avoir vue le 31 juillet 1991, soit 2 mois après sa disparition, à Juin-les-Pins. Marie-Hélène, si c'est bien elle, n'était pas seule. Elle était accompagnée d'une femme et de 3 hommes et semblait droguée. Les hommes sont retrouvés, ce sont des proxénètes connus dans la région. L'un d'eux sera mis en détention pour enlèvement et séquestration. Après enquête, la piste tombe à l'eau, ils n'y sont pour rien. Marie-Hélène sera par la suite aperçue un peu partout dans le monde. Le temps passe. Les jours, les semaines, les mois, puis les années se succèdent, sans que rien ne soit découvert au sujet de la disparition plus qu'étrange de Marie-Hélène et de son véhicule. Les espoirs sont vains. Un conjoint au passé trouble. L'affaire coule, sombre dans l'oubli, mais les proches restent déterminés à connaître la vérité. Ils apprendront une histoire troublante sur Steven, le copain de Marie-Hélène. Alors qu'il n'est qu'adolescent, entre 15 et 17 ans, un de ses voisins, le jeune John Bert, disparaît sans laisser la moindre trace le 3 novembre 1982 à Théoule-sur-Mer. L'enfant de 13 ans disparaît avec son vélo. Il était simplement sorti de chez lui pour acheter un cornet de glace. Steven, qui doit avoir donc entre 15 et 17 ans, est interrogé en tant que simple témoin. Steven raconte avoir croisé John Bert, puis l'avoir accompagné et joué avec lui en le tractant avec sa motocyclette. Puis le duo se sépare. Mais après quelques jours, Steven se rétracte. En fait, il n'a pas joué avec John Bert ce jour-là. Il ne l'a même jamais croisé. À ce jour, John Bert est toujours porté disparu. Cela va faire tilt auprès des policiers, qui s'interpellent. Un garçon proche de Steven disparaît. Puis, plusieurs années plus tard, c'est sa copine qui disparaît mystérieusement. Rappelons que Steven est parti vivre à Paris.
Mais les policiers ne lâchent rien. Ils interrogent Steven. Steven avoue avoir joué les gigolos avec une femme plus âgée que lui. Une femme qui n'aime pas du tout Mary-Hélène, qui est jalouse d'elle. De sa jeunesse, de sa beauté, du fait qu'elle est en couple avec Steven. Elle aurait même crevé les pneus de la voiture de Mary-Hélène par jalousie. Et chose surprenante, son numéro de téléphone figure dans la liste des appels du jour de la disparition de Mary-Hélène, donc le 21 mai. Cela fait déjà 5 ans que Mary-Hélène a disparu et cette femme sera enfin interrogée. Une perquisition est faite chez elle. Les gendarmes se rendent à l'appartement d'Evelyn, l'amante de Steven à l'époque. Et les gendarmes découvrent une coupure de presse qui parle de la mystérieuse disparition de Mary-Hélène. Ils consultent l'agenda d'Evelyn, datant de 91, et bizarrement la date du 21 mai est soulignée par 2 traits, contenant également un mot écrit à la main que je cite « Ne parle pas trop, reste sur tes gardes ». Ils observent également les relevés téléphoniques et se rendent compte, comme ils le savent déjà, que Steven a appelé Evelyn le 21 mai 91 à 16h19. Mais jamais ils ne sauront de quoi le couple d'amants a parlé. Evelyn est aussitôt passée en garde à vue en tant que simple témoin assisté. Mais le temps est passé et faute d'éléments, faute de preuves concrètes, les poursuites sont abandonnées. Mais de toute évidence, cette femme a des choses à cacher, car elle fréquente un milieu relativement dangereux. Elle côtoie des personnes influentes, très dangereuses pour certaines. Les enquêteurs remarquent qu'elle effectue de gros retraits d'argent, victime de chantage, selon elle. De quelle nature, on ne sait pas. En juin 1999, ils sont de nouveau interrogés, sans que la vérité, selon certains enquêteurs, ne traverse la barrière de leurs lèvres. Et pourtant, pour eux, pour les enquêteurs, ils ne sont pas loin de la vérité. Le temps passe et l'enquête n'avance absolument pas. En février 2013, le dossier de Mary-Hélène est clos, un non-lieu est prononcé. C'est inadmissible pour la famille de Mary-Hélène qui veut connaître la vérité à tout prix. En juin 2022, le pôle Cold Case est chargé du dossier de la mystérieuse disparition de Mary-Hélène Audoin. L'enquête pour le pôle Cold Case s'est un peu trop concentrée sur les 2 proxénètes. Trop, beaucoup trop, ce qui a occulté l'enquête sur la famille proche, y compris le fiancé de Mary-Hélène, qui fut le seul témoin, le dernier en ce qui concerne la disparition du petit John Bert, et le fait que, bizarrement, il soit revenu sur son témoignage. L'ADN nucléaire de Mary-Hélène est enfin prélevé, comparé probablement à des corps non identifiés dans la région, car pour l'enquête précédente, il n'y avait eu que le prélèvement ADN de ses parents. Ce 21 mai 1991, Mary-Hélène ainsi que sa voiture ont complètement disparu. Pas de témoins, de vidéosurveillance, pas de corps, pas de traces, pas de suspect. Sa maman, Annie, vit dans l'appartement de sa fille et ne baisse pas les bras pour que la vérité sur la disparition de son enfant ne sombre pas dans l'oubli. Cela fait 32 ans que Mary-Hélène Audoin a disparu avec sa voiture. Si elle est encore en vie quelque part dans le pays ou ailleurs dans le monde, elle aurait 55 ans. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder ou d'écouter cette vidéo jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à partager vos avis, théories et ressentis en commentaire. Je vous donne rendez-vous samedi soir pour les actus crimes et disparitions. Passez une très bonne semaine, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches et surtout, n'oubliez pas. Thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy, and silently, it could build and build until you finally see, whoa,
It's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck, everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep, don't give a fuck. Can't stop, unplug, feeling overwhelmed, I think I've had enough. Gotta find a way to get some energy, gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it, I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with regret and frenemies. I need focus to keep me from hopeless psychosis if I keep moping. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff.